Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin, au matin des journées de cérémonie en mémoire du 13 novembre 2015. On va revenir évidemment non seulement sur ces cérémonies, mais sur l'état de la menace aujourd'hui. Mais d'abord, Laurent Nunez, après un an d'emprisonnement, Boualem Sansal est enfin libre. Il est libre et il est arrivé en Allemagne hier soir. D'abord, quel rôle a joué l'Allemagne ? D'abord, je me réjouis évidemment de cette libération, le geste d'humanité du président Tebboune, qui a donc accordé sa grâce. Le président de la République a eu l'occasion évidemment d'échanger avec le président Tebboune, avec le président allemand, comme vous venez de le citer. L'Allemagne a joué un rôle important, le rôle d'un tiers de confiance. C'était important compte tenu de la dégradation de ce qu'étaient les relations entre la France et l'Algérie, du niveau que cela avait atteint. Donc il était important évidemment qu'on ait ce tiers de confiance qui a joué un rôle important, mais au même titre évidemment que le président de la République Emmanuel Macron, Ils ont travaillé ensemble ? Tout au long de l'année écoulée n'a cessé évidemment de rappeler la position de la France, qui était celle d'avoir un dialogue, certes exigeant, mais d'avoir un dialogue. Voilà, donc évidemment, qui peut penser que la France n'a pas joué également un rôle dans cette affaire, voilà, donc, voilà. Vous avez travaillé ensemble, Allemagne et France, main dans la main ? Non, mais bien sûr, voilà, il y avait un tiers de confiance. Le président de la République a remercié le président allemand. C'est évidemment extrêmement important. Les actions qui ont été engagées par la diplomatie allemande, par le président allemand. Mais évidemment, comme vous l'imaginez, la France a joué un rôle et la position qui a été la nôtre ces dernières semaines est importante, c'est-à-dire cette expression d'une volonté de réengager un dialogue qui est un dialogue exigeant, je le redis, avec les autorités algériennes. Je pense à jouer évidemment aussi un rôle dans cette affaire. Réengager un dialogue, on va y revenir parce que c'est aussi la méthode que vous avez prônée, mais je suis quand même surprise par la première phrase que vous dites, un geste d'humanité. Vous remerciez le président Tebboune pour ce geste d'humanité. C'est quand même aussi le président Tebboune qui ne s'était pas opposé initialement au fait que cet homme innocent soit condamné. Mais, non, bien sûr, et mais enfermé. il vient d'être gracié, donc il a été libéré, il est arrivé en Allemagne, voilà. Donc mais gracier, c'est vrai que c'est toujours étrange d'accepter l'idée de gracier, parce que gracier veut dire qu'il serait coupable. En tout cas, je redis ce que je vous dis, c'est un geste d'humanité, voilà. Et donc nous nous en réjouissons. Vous dites très ça, clairement. Vous dites ça pour me très répondre clairement. à moi, ou vous dites ça pour qu'ils vous entendent vous le dire ? Non, je vous réponds à vous. Voilà, je vous réponds à vous, et nous allons maintenant. Il faut qu'on poursuive ce dialogue avec l'Algérie. Il faut réengager ce dialogue, mais dans des conditions d'exigence. On a beaucoup de choses à demander, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire ce matin, c'est que, je l'ai dit, je le redis, voilà, la stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Encore une fois, je le redis, exigeante. On a beaucoup de choses à demander à l'Algérie, notamment pour ce qui me concerne, pour le canal sécuritaire. On a évidemment beaucoup de choses à demander à l'Algérie. C'est clairement une autre méthode que celle de votre prédécesseur, Bruno Retailleau, qui prenait davantage, en effet, le bras de fer. Vous dites que ça n'a pas marché. Est-ce que pour vous, la libération de Boualem Sansal est le premier signal que ce dialogue, que cette reprise de dialogue, comme vous dites, fonctionne ? Clairement oui. Clairement oui. Voilà, maintenant on attend d'autres signaux. Voilà. Vous savez, le ministre de l'Intérieur algérien m'a invité à me rendre en Algérie, donc la probabilité que je m'y rende, elle est quand même très forte. Vous irez. Donc on va réengager des canaux sécuritaires et je m'y rendrai. La probabilité est très forte parce qu'à un moment, il faut que les deux ministres se parlent. On engage une discussion plus stratégique, on définit les thématiques sur lesquelles on veut réenclencher. Je vous rappelle qu'on n'a plus de contact avec l'Algérie, on n'a plus de contact sécuritaire. Ça veut dire que la direction générale de la gendarmerie nationale, de la police nationale, et la Direction générale de la sécurité intérieure, trois services placés sous mon autorité, n'ont plus d'échanges opérationnels. Donc voilà, il faut qu'on réenclenche ce dialogue sécuritaire. C'est important pour la sécurité de nos concitoyens. Donc vous irez, vous nous le dites ce matin, vous irez, vous accepterez l'invitation en effet de votre homologue algérien. Vous avez souvent parlé effectivement du fait qu'il n'y avait plus de contact, que c'était un problème. Il y a également cette question des OQTF qui n'obtiennent pas de laissez-passer. Votre prédécesseur, justement, Bruno Retailleau, insistait beaucoup sur ce point. Il parlait notamment de l'attentat de Mulhouse, qui, d'après lui, aurait pu être évité si l'Algérie avait accepté ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises, de reprendre ce ressortissant sous le coup d'une OQTF. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que certaines OQTF de nationalité algérienne
sont effectivement acceptés par l'Algérie? Non, je ne vous dirai pas ça. D'abord, la discussion, moi, pour la partie qui me concerne comme ministre de l'Intérieur, elle porte sur 2 thématiques. C'est la sécurité, d'abord, hein, la lutte contre le terrorisme. L'antiterrorisme, c'est important, c'est très important. Évidemment, la lutte Vous contre avez la besoin de criminalité organisée, la sécurité, et puis il y a le volet migratoire, évidemment. Hein, donc, et il y a la question des OQTF qui demeure un problème. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, mais c'est un des sujets que je mettrai évidemment sur la table avec mon homologue et que les services vont déjà commencer Vous à mettre n'avez sur pas la table. d'agenda à ce stade, vous n'avez pas de date? Je n'ai pas Ça pourrait être dans les d'agenda, prochaines je n'ai semaines? pas de date, voilà. Donc les choses avancent. Vous irez, Je mais reste dans la même posture qui est celle d'être dans le dialogue, mais un dialogue exigeant, encore une fois. On a beaucoup de choses à attendre de l'Algérie. Voilà. est-ce que vous avez des nouvelles de Christophe Glaise? Non, je n'ai pas de nouvelles, mais enfin, on connaît la procédure. Hein. Vous savez qu'il y a un appel qui devra être jugé maintenant dans quelques jours. Et donc vous pouvez espérer que ça ne s'arrête pas à la libération de Boualem Nous Sansal. l'espérons tous. Voilà, hein, nous l'espérons tous. Et la France agit évidemment également en ce sens. Donc la France agit. Vous ne pouvez pas nous en dire plus Non, à ce je n'en dirai stade, pas plus. Voilà, j'imagine. Il y a des canaux diplomatiques. Voilà, donc on a toujours été dans cette volonté forte de dialogue constructif, exigeant. Laurent Nunez, nous sommes donc aujourd'hui le 13 novembre. C'est les commémorations des attentats du 13 novembre 2015. On va parler évidemment de la commémoration et de l'accompagnement de tous ceux qui ont traversé ces attentats. Mais au jour où on se parle, en ce matin de cette journée, quel est l'état de la menace ? L'état de la menace, elle est toujours très élevée. Hein, vous savez, voilà, on l'a dit, redit. Le type d'attaque comme celle qu'on a connue malheureusement il y a 10 ans, le 13 novembre, est moins probable. Une équipe projetée qui vient avec des djihadistes venus de Syrie, d'Irak, projetés sur le territoire national pour commettre un attentat est moins probable parce que le niveau de coopération entre tous les services de renseignement s'est renforcé, y compris à l'international. L'affaiblissement de l'État islamique fait que c'est beaucoup moins probable. Maintenant, la menace reste élevée parce qu'elle est toujours très endogène, avec des individus présents sur le territoire national, qui se radicalisent très vite et qui fomentent des projets d'action violente. C'est exactement ce qu'on a vu avec le dernier attentat déjoué. 3 jeunes femmes, hein, 18, 19 ans, 21 ans, qui fomentent un projet d'action violente avec une radicalisation ultra rapide, ce qui rend la tâche des services de renseignement, que je veux saluer, notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, l'ensemble des services de la communauté française du renseignement, ce qui rend leur tâche plus compliquée, parce que la radicalisation est expresse et les projets se passent en vase clos, hein, et donc c'est de plus en plus compliqué à détecter, mais ils font un travail remarquable et ils parviennent à déjouer des attentats, et on l'a vu encore avec le dernier attentat déjoué. Combien d'attentats déjoués en cette année 2025 ? C'est le 6e, hein, c'est le 6e, celui dont je viens de parler, et le 6e attentat déjoué. Combien de personnes sont en ce moment même, j'allais dire, dans vos radars à quels signes vous êtes particulièrement attentif globalement, et peut-être au matin de cette journée particulière ? Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement un certain nombre d'objectifs connus pour la radicalisation violente qui sont suivis. Vous savez que, justement, depuis 2015, on a créé des fichiers, on a créé des procédures de suivi, des techniques de renseignement qui permettent de les suivre, des mesures qui ont été instaurées par une loi de 2017, reconduite en 2021, qui permet j'ouvre les guillemets parce que c'est plus le terme juridique, mais de les assigner à résidence, de procéder à des visites domiciliaires, qui sont des perquisitions le matin pour aller vérifier qu'il n'y a pas d'armes, qu'il n'y a pas de projet d'action violente. Donc on dispose de moyens qui permettent de suivre ces individus. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas connaissance d'une menace particulière. Il n'y a pas de connaissance d'un projet d'attentat. Mais c'est de ma responsabilité comme ministre de l'Intérieur de dire attention, la symbolique qu'aurait une action aujourd'hui serait tellement forte qu'on ne peut pas exclure qu'un certain nombre d'individus y pensent. Et donc c'est pour ça qu'on a rehaussé le niveau, à la fois des services de renseignement qui sont plus attentifs sur les objectifs, les individus dont ils ont connaissance, et puis sur la voie publique, sur l'espace public, on a renforcé les dispositifs de sécurité sur l'espace public. Donc c'est une journée avec une vigilance particulière. Il y a ce match ce soir. Certains, y compris pour des questions presque de sensibilité, Didier Deschamps lui-même le disait, auraient aimé qu'il n'y ait pas ce match ce soir. De fait, ce sera le cas. Ce ne sera pas au Stade de France, mais au Parc des Princes. Est-ce que vous prenez des mesures particulières ? Oui, il y a un gros dispositif de sécurité qu'a mis en place le préfet de police. Il y a un gros dispositif de sécurité pour ce match. Après, vous savez, sur ce match, il y a 2 façons de voir les choses. Il arrive il a lieu le jour des commémorations, donc il y aura une mobilisation très forte des forces de sécurité intérieure.
Mais ça, c'est un argument technique. Moi, comme ministre de l'Intérieur, évidemment, j'y suis sensible, cette mobilisation des forces à qui on demande tant et tant depuis des semaines, des mois. Mais je sais qu'au fond d'eux-mêmes, nos forces de sécurité intérieure savent bien que ce match se déroule aujourd'hui, c'est un symbole fort. Ça veut dire qu'on continue à exister, on continue à vivre et nous ne sommes pas atteints par les actes terroristes. Voilà. Ce soir, il y a un match de football qui va se dérouler, qui va réunir au Parc des Princes plus de 40 000 personnes. Et voilà, on continue à vivre Et c'en est pour vous la symbolique. Exactement. Laurent Nunez, un membre présumé du Hamas, a été arrêté mardi soir par les autorités allemandes. Il aurait lui-même acquis des armes pour commettre des attentats contre des installations israéliennes et juives. Ça arrive 1 mois et demi après l'arrestation de 3 autres membres présumés du Hamas, également en Allemagne. Est-ce que vous travaillez avec nos voisins ? Est-ce que la lutte contre le terrorisme est véritablement sans frontières ? Elle est sans frontières. Elle est sans frontières, et principalement beaucoup depuis 2015. C'était le cas avant, mais en 2015, vous avez quand même un groupe de terroristes qui arrivent de Syrie, d'Irak, qui stationnent en Belgique pendant un temps, puis qui nous attaquent. Voilà, donc tout ça maintenant, nous avons rehaussé le niveau de coopération entre tous les États, à l'échelle évidemment des pays de l'Europe, mais pas seulement, avec les grands pays. Je pense évidemment au Royaume-Uni, aux États-Unis, avec le partenaire israélien. En matière de lutte antiterrorisme, l'échange avec les États, l'échange d'informations est extrêmement important. Et évidemment, nous travaillons très bien avec les services allemands, et c'est notamment la DGSI qui a toutes ces relations avec les partenaires extérieurs. Vous le disiez, les services réussissent le mieux possible et autant que faire se peut à empêcher les passages à l'acte ou à l'action. Vous avez peut-être entendu l'interrogation qui vous était également adressée par Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, hier à l'Assemblée. 10 ans après, dit-il, sans doute nous gagnons la bataille de la vie, mais 10 ans après, avons-nous vraiment gagné la bataille contre l'islamisme ? Avons-nous pris bonne mesure de l'entrisme des frères musulmans ? Qu'est-ce que vous répondez ? Michel Barnier a raison, il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour lutter contre le terrorisme et il est performant. Et en ce jour anniversaire, moi je veux saluer l'action qui a été celle du président Hollande en 2015, de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve, du président de la République Emmanuel Macron, qui a fait rentrer dans le droit positif toutes ces mesures qui avaient été prises à l'époque, entre 2015 et 2017, dans le cadre de l'état d'urgence. Et on a maintenant un arsenal juridique, technique, budgétaire qui est à la hauteur contre le terrorisme. Le risque zéro n'existera jamais et ceux qui le disent mentent. Mais on a un arsenal qui est à la hauteur. Après, on a engagé d'autres combats depuis, et notamment le combat contre l'islam politique, qui a pris la forme de séparatisme, c'est-à-dire ces personnes qui essaient de vous expliquer qu'on peut vivre au sein de la République avec des lois spéciales qui dérogent finalement aux lois de la République. C'est ce qu'on appelle le séparatisme. Qui serait plus inspiré de la charia que des lois de la République. C'est l'islam politique. Donc pour le séparatisme, on a engagé des actions. Il y a eu une loi en 2021 qui permet de fermer des lieux de culte, qui permet d'effectuer certains contrôles des personnes ou des associations qui prônent ce type de discours. Et puis il y a une troisième étape qui a été lancée, qui a d'ailleurs été demandée par le président de la République ces derniers mois, qui a été préparée d'ailleurs, je tiens à le dire, par Bruno Retailleau, mon prédécesseur, qui a travaillé sur ce sujet, que je vais évidemment reprendre. C'est la lutte contre l'entrisme, c'est-à-dire c'est une forme de séparatisme, mais qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire ce sont des personnes qui prônent l'application de la charia d'une façon ou d'une autre, mais qui s'intègrent dans le cadre du fonctionnement de nos institutions républicaines, de nos associations, et qui ne montrent pas leur vrai visage et qui, de manière très sourde diffusent cette idéologie, cet islam politique. Et ça, c'est ce à quoi il faut que nous luttions. Alors évidemment, on a la loi séparatisme qui nous permet un certain nombre d'actions, mais nous sommes en train de travailler pour savoir si il ne faut pas aller plus loin et peut-être prévoir des mesures de nature législative pour mieux caractériser ce risque qui, en réalité, de manière sournoise, vous l'avez dit, mais porte atteinte finalement à la forme républicaine de nos institutions et au vivre ensemble au sein de la société française. À quoi vous pensez, Laurent Nunez ? Les frères musulmans, vous l'avez dit, les frères musulmans, très directement, voilà, donc qui ont une stratégie qui est une stratégie d'entrisme très forte dans les sociétés occidentales, de manière à un jour imposer la loi religieuse. Ils n'ont pas renoncé à cet objectif-là. Non, ils n'ont pas renoncé à cet objectif-là. On le voit autour d'un certain nombre de lieux de culte, d'un tissu associatif qui se met en place. On peut le voir aussi aux élections municipales. Qu'est-ce que vous voulez traditionnellement, la différence entre le séparatisme et l'entrisme, je vais illustrer concrètement le propos. Le séparatisme, on va plutôt constituer une liste, donc on va appeler liste communautaire. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux dernières élections municipales dans certains quartiers. L'entrisme, c'est différent. L'entrisme, c'est vous placer un certain nombre d'individus, de femmes et d'hommes, sur des listes, des partis traditionnels, et qui en réalité
œuvrent pour la cause des frères Et musulmans. ça, pour vous, c'est une menace sur notre Mais démocratie? c'est une menace parce que ça porte atteinte au vivre ensemble. Vous savez, ce sont des gens qui prônent des règles qui ne sont pas tout à fait conformes au principe d'égalité homme-femme, qui peuvent parfois inciter à la haine, à la violence, qui voilà donc et surtout qui remettent en cause le fonctionnement même de nos services publics en imposant des règles de fonctionnement qui leur conviennent. Et donc c'est une difficulté. Puis il y a beaucoup aussi d'atteintes en réalité au principe de laïcité. Et donc évidemment que nous y attelons déjà. Je tiens à dire que les préfets ferment déjà des lieux de culte. Vous savez ce qu'a fait le préfet Bruguière dans les Hauts-de-Seine, mais Oui. d'autres préfets partout sur le territoire national ferment déjà des lieux de culte qui sont à la main des frères musulmans. Mais la question, et c'est ce que la question posée très précisément Michel Barnier hier au Premier ministre, c'est de savoir est-ce qu'il faut rehausser ou pas notre niveau de protection. La question, c'est est-ce qu'on aura une mesure législative ou pas. Tout ça est à l'étude. Mais la réponse pour vous, en tout cas, c'est oui. C'est-à-dire que nous avons besoin, vous y êtes favorable, à une nouvelle loi qui renforce l'arsenal pour lutter contre cet entrisme. Lutter contre l'islam politique. Attention, je ne veux pas que nos concitoyens, en ce jour anniversaire des 10 ans des terribles attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France, attention, cet islam politique, on ne s'inscrit pas, on n'est pas dans la radicalisation violente. Évidemment, ça peut mener à un certain nombre d'individus s'inspirant de tout ça peuvent aller sur la radique violente, mais là on est sur un sujet différent. Ce sont des atteintes à la cohésion nationale. Atteinte à la cohésion nationale, à la démocratie, au principe d'égalité homme-femme, comme vous disiez. Laurent Nunez, une question sur les refus d'obtempérer. Ils sont en hausse, plus 9% cette année, et il y a eu ces 2 drames récents. Mathis, tué par un chauffard à Lille, un chauffard qui fuyait un contrôle de police. Et puis mardi à Tourcoing, un adolescent de 16 ans qui s'est tué à scooter en tentant lui aussi de fuir un contrôle de police. Au fond, on a le sentiment que certains chauffards ou jeunes ont plus peur, n'ont plus peur de la police, mais que finalement, désormais, c'est l'accident qu'il faut qu'ils craignent. Est-ce que le refus d'obtempérer n'est pas le symptôme d'une police qui n'arrive plus à imposer son autorité ? Non, je crois que le refus d'obtempérer, c'est surtout le symptôme d'une partie de la jeunesse qui ne respecte plus les règles, surtout, qui ne respecte plus les règles. Et la police, elle sera toujours là pour poursuivre ces personnes. Enfin, les refus d'obtempérer... Elle ne se censure pas en se disant, si je fais un banal contrôle de police, il peut virer au drame ? Les refus d'obtempérer, nous demandons des instructions très claires là-dessus, qu'il y ait des prises en charge. C'est-à-dire, quand il y a un refus d'obtempérer, il y a une prise en charge de l'individu. Ce que vous appelez une prise en charge, ça veut dire le suivant. Une poursuite, voilà. Clairement, une poursuite. Bon, chaque fois qu'un individu refuse d'obtempérer, soit il n'a pas le permis, soit il n'a pas d'assurance, soit il a des stupes sur lui, soit il a quelque chose à se reprocher. C'est rarement bon signe s'il s'enfuit. C'est rarement bon signe. Donc il y a des prises en charge systématiques. La réponse des autorités, la réponse de la police et de la gendarmerie sera toujours une réponse de grande fermeté. Et voilà, donc les instructions, ce sont celles-là. Ensuite, évidemment, il y a aussi des règles de prudence qui s'imposent, de contacter la salle de commandement, d'éviter qu'il puisse y avoir évidemment un accident. Le but, c'est pas qu'il y ait un accident, mais en tout cas, il ne faut rien laisser passer en termes de refus d'obtempérer. Et vous avez raison de souligner que les refus d'obtempérer, l'année dernière, sur une année, c'est 24 900. Dont 20%, un cinquième, qui étaient des refus d'obtempérer, qui auraient pu entraîner des dommages très graves, et certains ont entraîné des dommages très graves. Mais on ne renonce pas. Au jeune Mathis, qui aurait eu 20 ans le 5 novembre. Voilà, un jeune qui a été fauché, tué par une personne qui venait de procéder à un refus d'obtempérer. Merci. Mais on ne renoncera pas à la prise en charge. Je peux vous dire, c'est l'autorité. On ne renoncera pas à les poursuivre s'ils tentent de fuir. Merci Laurent Nunez, donc ministre de l'Intérieur, d'avoir fait le point avec nous ce matin, notamment sur la question de l'état de la menace et sur les relations avec l'Algérie.